on sait aujourd'hui que, avec certitude cette fois, que l'origine du mal vient de Wuhan. C'est là que l'épidémie a démarré. L'épidémie démarre là et il y a 6 labos, ce qui ont fait une des villes les mieux dotées au monde en termes de labos qui travaillent sur les coronavirus. C'est clair. Et c'est ce qui a été un peu écarté au début. C'est pas le mec qui va bouffer du pangolin ou de la chauve-souris. Non, c'est pas le mec qui va bouffer du pangolin. C'est le mec qui bosse dans un labo. Mais c'est sûr que ça incite à regarder du côté des laboratoires. Le pangolin, c'était aussi une belle histoire parce que ça faisait genre, on a maltraité la nature, ça plaît aux écologistes, ça plaisait un peu à tout le monde. Et il y a eu une sorte de manipulation de l'information qui a été faite par les Chinois d'abord, mais colportée par des scientifiques occidentaux. Et c'est même pas manipulateur, c'est manipulé parce qu'ils ont suivi en gros ce que disait Nature. Et 15 jours après, ils vont aussi suivre ce que dit le Lancet, qui est une autre grande revue, oui. Où là, vous avez une tribune qui dit que envisager que ce soit un virus travaillant en laboratoire, c'est une théorie du complot. Sans autre argument que cet argument d'autorité, qui interroge en fait sur la publication, sur l'information scientifique, parce que c'est quand même des grandes revues, c'est Nature, c'est le Lancet. Brice Perrier, je te reçois aujourd'hui pour un livre qui s'appelle Les origines du mal. Et le mal, c'est donc le Covid. Il faut dire qu'on se connaît un peu, on s'est pas mal croisés par le passé. Moi, je t'ai connu savoyard, aujourd'hui t'es parisien. Tu avais lancé un fanzine qui était, enfin plus qu'un fanzine, un hebdo, un journal qui s'appelait La Voix des Allobroges. Qui sortait en Savoie à l'époque, que j'aimais beaucoup. Vous avez eu des procès, vous avez eu plein d'emmerdes, tu as été obligé d'arrêter. Et donc, tu es une sorte t'es pigiste, tu travailles avec beaucoup de journaux. Donc là, tu sors, tu en as écrit plusieurs, des bouquins. Et celui-là, moi, m'a vraiment passionné. C'est un peu galvaudé que de dire ça, mais ça se lit comme une enquête. Une enquête policière, un polar, on est avec toi et on se dit que tu n'as pas dû t'ennuyer beaucoup pendant le confinement puisque tu as écrit ce livre en fait pendant ta période de confinement et tu as eu cette intelligence et cette acuité que peu ont eu de t'intéresser dès le départ à cette question d'où vient, moi je dis le Covid, j'en ai marre de dire la Covid, mais d'où vient le Covid, d'où vient le coronavirus, le SARS-V2, c'est comme ça que... SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Pourquoi ça s'appelle comme ça d'abord ? Parce qu'il y a eu le SARS-CoV qui était le premier... Tu peux dire, parce que les gens ne savent pas, le SARS c'est quoi ? Le SARS, c'est un virus, un coronavirus qui a été responsable en 2003, le premier SARS, de ce qu'on appelle le SRAS, qui était un syndrome respiratoire aigu qui posait des problèmes un peu comme celui-ci. Et donc ça a été le premier SARS-CoV. Et là, cette année, comme c'est le deuxième SARS-CoV qui devient un peu pandémique, même encore beaucoup plus que le premier, on l'a appelé SARS-CoV-2. CoV, c'est de coronavirus. Coronavirus, oui, c'est ça. D'accord. Donc oui, toi, dès le départ... Coronavirus de type SARS, on va dire, voilà. Donc tu parles très tôt, d'ailleurs, il écrit une très engageante préface c'est Étienne de Crolly, qui était un chercheur du CNRS. Et au départ, tu voulais travailler avec lui. Est-ce que tu peux raconter la genèse du projet et du livre ? Oui, c'est en octobre dernier, Étienne de Crolly, il a fait une interview dans le journal du CNRS où il parlait en gros, il disait qu'il fallait étudier les origines du virus sérieusement, sans exclure aucune hypothèse, et notamment sans exclure l'hypothèse d'une fuite de laboratoire qui avait été cataloguée un peu complotiste assez rapidement. Et donc, lui, il trouvait que c'était pas normal d'avoir exclu cette hypothèse parce que le virus a certaines caractéristiques qui pourraient correspondre à des travaux qui sont faits dans des laboratoires et qu'en plus... l'épidémie a démarré à Wuhan, qui est un des hauts centres mondiaux, même si ce n'est le premier centre mondial pour l'étude des coronavirus. J'ai découvert d'ailleurs en lisant ton livre qu'il y avait 6 laboratoires à Wuhan, c'est une ville de 11 millions d'habitants, et donc on sait aujourd'hui avec certitude cette fois, que l'origine du mal, entre guillemets, puisque tu l'appelles ainsi, vient de Wuhan. On le sait, c'est là où l'épidémie a explosé, c'est là où il y a eu le plus grand nombre de malades, un grand nombre de malades au mois de décembre 2019, puis janvier, où après ils ont confiné la ville.
Mais d'où vient l'origine du mal, ça reste encore un peu. Non, mais après, je ne veux pas remonter à l'existence de Dieu, mais ce que je veux dire, c'est que... c'est là que l'épidémie a démarré. C'est là que l'épidémie a démarré, et ce qui est quand même assez troublant, et en fait, c'est une sorte d'évidence, on se dit, une ville où il y a 6 labos, c'est quand même, statistiquement peu étonnant, indépendamment du pangolin, des visons ou des chauves-souris, que l'épidémie démarre là et il y a 6 labos, ce qui en fait une des villes les mieux dotées au monde en termes de labos qui travaillent sur les coronavirus. C'est clair, et c'est ce qui a été un peu écarté au début, et notamment, je montre dans le bouquin qu'il y a des gens d'un collectif qui s'appelle Drastic qui ont justement voulu remettre cette donnée Wuhan en fait dans le jeu, parce qu'on parlait, oui, les épidémies, ça vient toujours de la faune, des animaux, tout ça. Si c'était en Chine, il y a une chance sur... Enfin, c'est probable que ça vienne de la nature, mais si vous remettez Wuhan dans l'équation, c'est quand même une donnée qui ne devrait pas être écartée, parce qu'effectivement, il y a ces laboratoires, et dont le WIV, qui est le laboratoire... ça veut dire quoi, WIV ? L'Institut de virologie de Wuhan, qui est le laboratoire le plus à la pointe, mais il y en a aussi quelques autres qui travaillent aussi sur les coronavirus de manière assidue. On va parler ensemble de ça, de ces différentes hypothèses. Je t'avouerai qu'en fermant le livre, j'ai une intuition, une hypothèse, j'ai pas de certitude, mais en ta compagnie et grâce à ton travail qui est très clair, qui est finalement un travail de journalisme absolument rationnel, tu remontes la chronologie de tout ça, j'en sais beaucoup plus aujourd'hui, et j'aurais plein de choses à te demander, mais la première chose, c'est quand même ce qui apparaît d'une manière absolument, nette, c'est l'absence de rationalité dans tout ça. C'est-à-dire que toi, tu y mets un peu de la rationalité, tu y mets un peu de journalisme, tu cites beaucoup les scientifiques, on chemine avec toi pendant pratiquement une année, avec tous les papiers qui sont sortis, les études, tu dis il y a eu 100 000 articles scientifiques qui ont été écrits sur le virus, Covid. Très peu sur l'origine. Et donc, c'est quand même une question qui aujourd'hui a un intérêt absolument planétaire, c'est-à-dire ça intéresse l'humanité entière, puisqu'on se dit qu'on est à l'aube d'autres pandémies, et que donc la question des origines est absolument cruciale, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de lire ton livre, et j'ai envie de cette conversation avec toi. C'est pourquoi, à ton avis, on n'a jamais pris le problème par le bon bout, quoi. Pourquoi cette absence de rationalité ? Pourquoi que dès qu'on émet l'hypothèse que peut-être il y a pu y avoir une fuite dans un labo, il faudra s'entendre ce que c'est qu'une fuite ou un labo, etc. Tout de suite, on te ressort le complot. Enfin, c'est surnaturel, quoi, parce je veux dire, c'est beaucoup plus improbable aujourd'hui, enfin, je te le dis rapidement comme ça, que le virus vienne d'un pangolin plutôt que d'un labo. Enfin, à un moment donné... Ou alors un pangolin dans un laboratoire, ça c'est possible. Un pangolin, mais tout le monde s'est rué. L'hypothèse du pangolin, elle est finalement... Alors je sais que d'autres virus sont arrivés de dromadaires par le passé ou de choses comme ça, mais là, le pangolin, c'est franchement pas évident. Donc il s'est passé quelque chose à Wuhan, je sais pas comment on dit à ce moment-là, et donc d'ailleurs, excuse-moi, en même temps, c'est lié, c'est-à-dire que l'accueil de ton livre est très étonnant. C'est vrai, c'est un peu étonné. Parce que là, ça fait quoi, 1 mois, 2 mois ? Ça fait 2 mois qu'il est sorti. 2 mois qu'il est sorti, à part Thinkerview, Russia Today, où t'as pas eu de papier. Il n'y a eu que, comme presse, on a eu uniquement Charlie Hebdo, on n'a eu aucune presse, Le Monde, Libé, Figaro, Le Parisien, L'Express. Alors tous ces gens qui nous ont vendu du pangolin depuis 1 an, je veux dire, ce bouquin... qui est à mon avis assez inattaquable. Tu vois, t'es tout le temps sur une ligne de crête qui est thèse, antithèse, tu prends pas parti, c'est très factuel. On peut pas te taxer de complotisme, et on se rend compte que ceux qui, arborent le complotisme comme un étendard sont ceux qui mettent de l'obscurité dans cette histoire. C'est ça, ouais. Et d'ailleurs, tu dis pourquoi est-ce qu'on est parti là-dessus ? C'est par une manipulation de l'information, qui est à grande échelle. Le pangolin, c'est
C'est l'Université de Chine du Sud qui le sort au début du mois de février. Ils font une conférence de presse en disant qu'ils ont trouvé un virus qui est à 99% identique au SARS-CoV-2. Donc ça, c'est ce qu'on attend de l'hôte intermédiaire, le passage juste avant l'homme. Il faut que ça soit au-dessus de 99%. Donc ils font ce communiqué qui est repris le jour même par Nature. C'est la comparaison des génomes. C'est la comparaison des génomes. Par exemple, vous aviez le dromadaire, c'était pour le MERS, ou la civette qui est reconnue, alors ça peut encore se discuter, mais qui est en gros reconnue pour le SARS-1. C'était des virus, on avait trouvé des virus avec une identité supérieure à 99%, identique à celui qui était chez l'homme. Donc ça, c'est ce qu'on cherche. Et alors que chez SARS-CoV-2, on n'en a trouvé qu'un à 96%, qui était une chauve-souris. Qui était un virus de chauve-souris, comme les autres. Les autres, ça avait... Enfin, avant, il y avait la chauve-souris. Il y a toujours la chauve-souris au départ pour ce virus. Et après, ça s'était passé par la civette ou par le dromadaire. Ce que j'ai découvert en te lisant, d'ailleurs, c'est cette histoire de pangolin, parce que quand même, on nous a fait manger du pangolin à haute dose. C'est que il y a eu une communication scientifique qui a dit qu'il y avait un génome comparable à 99%. Et toi, tu expliques que tout ça était farfelu et qu'en fait, le taux de comparaison des deux génomes était de l'ordre de 90%, oui. Ce qui est nettement insuffisant. Ce qui est clairement insuffisant. Et il y a eu une sorte de manipulation de l'information qui a été faite par les Chinois, d'abord, mais colportée par des scientifiques occidentaux et par la revue Nature, qui a pris pour argent comptant ce qu'on disait ce jour-là, le jour même. Et après, ils ont publié des articles qui montraient le vrai taux d'identification du pangolin, mais en entretenant toujours cette idée qui avait été diffusée début février. Et donc ça a été quand même un peu le début, moi je trouve, de quelque chose qui a été une sorte de manipulation en fait. Et c'est peut-être ça que les journaux aiment pas, c'est que dans le livre, la 4e de couverture, on parle des médias manipulés. Et c'est même pas manipulateur, c'est manipulé parce qu'ils ont suivi en gros ce que disait Nature. Et 15 jours après, ils vont aussi suivre ce que dit le Lancet, qui est une autre grande revue, oui. Où là, vous avez une tribune qui dit que envisager que ce soit un virus travaillant en laboratoire, c'est une théorie du complot, sans autre argument que cet argument d'autorité. Et ça a été diffusé dans le monde entier. Et après, vous rajoutez un 3e papier qui est dans Nature encore, au mois de mars, où vous avez un scientifique, 2 scientifiques d'ailleurs, ils sont plusieurs, mais il y en a notamment 2, qui parlaient quand il y a le pangolin qui sortait, qui étaient encore dans Nature en disant oui, on y croit et tout ça, et là qui font un article pour dire qu'en fait c'est pas possible, que c'est clairement un virus naturel qui peut pas avoir été travaillé, et avec encore des arguments qui sont plus des arguments d'autorité. C'est un article d'opinion, mais qui va faire référence. Et après, quand vous regardez qui sont les gens qui écrivent ces articles, vous voyez que c'est des gens qui posent question et qui n'ont pas posé question à grand monde depuis 1 an. Et le livre montre ça un peu en détail, parce que c'est... Je sais pas si tu veux qu'on rentre dans... Qui sont ces gens, mais... J'ai cherché un mot que j'avais relevé, c'est bio-ingénierisé. Non, c'est ça, le virus serait... Il y a un terme pour dire c'est bien travaillé, quoi. Ouais, oui, ça veut dire travailler. Mais comment tu expliques cet emballement médiatique autour du pangolin ? C'est pas de la... Comment dire ? Tous les journalistes ne sont pas des idiots manipulables et manipulés. Alors, au départ, il y a une communication scientifique, mais il y a donc une orchestration chinoise... qui a un relais occidental. C'est ça que aujourd'hui, parce que ce qui est aussi étonnant avec le bouquin qu'on n'en parle pas, c'est qu'il est sorti à un moment où en fait l'histoire explose. Quand j'ai commencé, c'était sujet à la limite complotiste, mais il s'est passé du temps, et là, en mai, tous les journaux parlaient de la Blick, qui est devenue un peu une hypothèse très admise, la fuite de laboratoire. Oui. Il y a eu Science qui s'est mis à faire un papier, et tout ça, ça a démarré un peu avec l'annexe, enfin ce que je mets en annexe du livre, qui est une lettre d'une 25-26 scientifiques, ouais. Ou comme une pétition, et qui a eu un gros écho, où dedans il y a notamment Étienne de Crolly, et il y a la plupart des scientifiques que j'avais interrogés pendant les mois précédents, ils sont presque tous dans cette pétition, où ils disent que ça ne va pas, parce qu'il y avait eu une mission à Wuhan qui a satisfait personne, qui était assez... qui a botté en touche. Une visite de courtoisie. Ouais, moi j'appelle ça une visite de courtoisie, mais du coup il y a eu cette lettre, et après ça a eu de l'écho, ça a fait un peu le branle-bas de combat à l'OMS. L'OMS a sorti son rapport
qui disait que l'hypothèse du laboratoire était extrêmement improbable, qu'il n'y avait rien à chercher. Le jour même, vous avez Tedros, le patron de l'OMS, qui désavoue en fait le rapport en disant « Moi, je pense qu'il faut poursuivre et toutes les pistes doivent être suivies. » Et du coup, ça avait beaucoup bougé. Et quand le livre sort en avril, après, il y a cette revue Science qui sort un peu le même genre de tribune, mais là, c'est Science. Et du coup, tout le monde parle de ça, mais avec l'idée un peu de dire « Ouais, en fait, c'est la Chine. Oui, la Chine nous a menti. » Et il n'y a pas grand monde qui veut regarder comment, en fait, les grandes revues scientifiques occidentales ont joué beaucoup sur parce qu'on a plus tendance en France ou aux États-Unis à écouter ce que dit Nature qu'à écouter ce que dit le Parti communiste chinois. Est-ce que, alors, on voit bien, comment dire, les journalistes sont la dernière roue de la charrette, mais on voit bien l'orchestration chinoise, on peut la comprendre. Donc ça veut dire que les Chinois ont des choses à cacher. C'est que une chose est à peu près certaine, enfin encore que les Chinois savent, c'est-à-dire que les types dans les labos à Wuhan ou les politiques chinois de cette province ou les membres du Parti communiste à un très haut niveau savent ce qui s'est passé. Moi, je ne le dirais pas de façon aussi affirmative. En tout cas, par contre, ils ont une attitude qui semble dissimulatrice, donc qui incite à penser qu'ils ont des choses à cacher. Par exemple, le WI va fermer sa base de données avec toute la collecte de coronavirus, tout son répertoire de coronavirus, 3 mois avant le début de l'épidémie, au mois de septembre. Et on n'a aucune explication de pourquoi cette base de données. Et par exemple, quand la mission de la mission de l'OMS va à Wuhan, ils ne demandent même pas, ils écoutent, on leur disent oui, non, c'est un tableur Excel, alors qu'en fait, il y a 15 bases de données avec des milliers de virus dedans, et ils ne sont même pas demandés à la voir. Vous avez pas mal de choses que les Chinois font qui montrent qu'ils ne veulent pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont à cacher ? Ça, je ne peux pas affirmer ce qu'ils ont à cacher, mais ils ont l'air d'avoir des choses à cacher. Ils ont trouvé le virus le plus proche, ils ont sorti un peu du chapeau, qui est à 96%. Ils n'ont pas dit où ils l'avaient trouvé, ils disaient qu'ils avaient ça, et finalement, ils l'avaient trouvé il y a 7 ans, dans une mine, où il y avait eu des mineurs qui avaient été malades, qui avaient une maladie qui ressemblait fort au Covid 1 an avant. Et apparemment, ils ont travaillé sur ces virus pendant 7 ans. Ils en ont trouvé d'autres dans cette mine, d'autres virus qu'on aimerait connaître, qu'ils ont cachés. Là, ils en ont sorti un peu dernièrement, un peu sous la pression, mais il y en a encore qu'on ne connaît pas. Donc les Chinois sont pas très clairs, mais les Chinois travaillent aussi beaucoup avec les Occidentaux. C'est devenu, la Chine, c'est un pays très influent dans la science. Et on peut le voir parce que les gens, par exemple, qui écrivent le papier de référence dans Nature, les 3 principaux auteurs, ils sont tous en relation avec la Chine. Il y en a qui ont eu des prix, qui sont... Et l'autre, celui qui fait le papier du Lancet, ça c'est le plus gros parce que c'est un mec qui s'appelle Peter Daszak et qui a une ONG pour collecter des virus dans le monde entier. Et qui travaille beaucoup avec le laboratoire de Wuhan, qui contribue d'ailleurs à le financer avec des fonds américains. Et c'est lui qui écrit cette tribune. Mais on le sait parce qu'on a récupéré des mails qui montrent un peu ses correspondances, où il fait cette tribune en voulant faire croire que c'est pas lui qui l'a fait, en voulant se cacher et en voulant faire une sorte de faire signer des gens pour que ça soit une sorte de consensus scientifique. Mais en fait, quand on voit ces mails, il écrit cette tribune pour défendre ses amis qui sont à Wuhan, qui sont attaqués, et donc il y a un énorme conflit d'intérêts, et ça, personne l'a relevé jusqu'à la mission de Wuhan, parce que ce type, non seulement il écrit cette tribune, mais après il devient le patron de la task force du Lancet, qui est chargé de l'origine du virus, de chercher l'origine du virus. Il devient expert de l'OMS pour cette mission. Quand il y a Wuhan, les mails qui montrent un peu qu'il a manigancé sont sortis depuis 3-4 mois, mais ça, personne ne l'a relevé quasiment. Et là, ce type, alors qu'il pourrait être discret parce que on voit qu'il a un énorme conflit d'intérêts, non, pas du tout. Il est celui de la quinzaine d'experts de l'OMS qui s'exprime le plus, qui tweet toute la journée, qui répond à tous les journaux, et tous les journaux le présentent comme Peter Daszak, expert de l'OMS, mais pas Peter Daszak, le mec qui a l'énorme conflit d'intérêts et qui écarte l'hypothèse du laboratoire depuis 1 an de manière acharnée, quoi. Et pourquoi le ferait-il ? Uniquement pour des raisons de ce conflit d'intérêts ? Il a des intérêts financiers ? Enfin, les Chinois le payent ou c'est plus lui qui amène de l'argent un peu aux Chinois. C'est pour ça que mais c'est surtout c'est son business en fait. Parce que lui, son travail, c'est d'aller collecter des virus dans la faune sauvage pour anticiper les virus à venir et prévenir les zoonoses.
Et il en Les ramène. zoonoses, c'est les transmissions C'est de les l'animal à transmissions de l'homme. maladies de l'animal à l'homme, comme pourrait être par le pangolin ou par un autre animal. C'est la plupart des virus. maladies infectieuses, ça vient des animaux, des virus, ça vient en général, c'est des zoonoses. Mais en général, ce sont des zoonoses qui vont plus passer par de l'élevage. Par la civette, c'était des animaux d'élevage. Le dromadaire, ça peut être un animal d'élevage, mais aussi c'est un animal qui est à proximité avec les hommes, donc qui vont permettre en fait des va-et-vient. Parce qu'un virus qui vient d'un animal sauvage, qui va venir chez un homme, en général, il va pas être transmissible chez l'homme, parce qu'il sera pas adapté à l'homme. Donc il va pouvoir rendre éventuellement malade l'homme qui va le toucher, mais il ne viendra pas transmissible. Alors que si vous êtes dans un élevage, vous allez avoir des allers-retours entre les animaux, et là, le virus va pouvoir s'adapter et ensuite passer à l'homme. C'est pour ça qu'en général, les zoonoses passent par des... Et donc là, ce qu'on se dit en te lisant, parce que tu relèves aussi les visons qui ont été éliminés au Danemark, je crois, en grand nombre, et on se dit que le coronavirus a pu passer aussi par les visons, puisqu'ils ont été Ça serait bien plus probable le vison que le pangolin, par exemple. Mais donc ça veut dire aussi qu'il y a plusieurs foyers, quoi, et qu'il y a une concomitance entre il peut y avoir des origines au virus, mais pas forcément une. Non. Bon, virus, il faut bien qu'il vienne de quelque part au départ. Hein. Ouais, mais au départ, il pourrait. Parce que c'est un peu l'idée chinoise de dire que le virus est arrivé partout dans le monde au même moment, mais ça, on n'a jamais vu ça. Il y a toujours une origine. Ah non, je dis pas partout dans le monde. Il a effectivement une origine, mais je veux dire, les visons ont été contaminés par un virus originel de coronavirus. Mais ce qu'on a vu avec les visons, en fait, ma question, c'est sur les génomes des visons, ils sont à 99% eux aussi? Oui, mais parce que les visons, ce qu'on a vu, c'est en fait des visons qui ont été contaminés par l'homme. Et après, c'est revenu chez l'homme avec un mutant, en fait, avec un variant. D'accord. Donc, c'est la trace des visons, si les visons seraient l'origine du virus, ça, on l'a pas, parce qu'on n'a pas ça faudrait peut-être aller voir en Chine, d'ailleurs, dans les élevages de visons et enquêter. Mais ce qu'on a découvert, notamment au Danemark, c'est qu'en fait, il y a des élevages de visons qui ont été contaminés, mais une fois que l'épidémie était déjà là, ils ont en fait été contaminés par l'homme. Et il y a eu un aller-retour. Et ce qu'on montre dans le livre, c'est que ça a pu produire les premiers variants en Italie, en Espagne. On l'a repéré d'abord au Danemark, mais avant, il y avait aussi des nouveaux variants qui ont émergé dans des zones où il y avait des élevages de visons. Et donc, le vison est clairement un outil de variant. Après, est-ce qu'il est à l'origine? Ça, on n'a pas encore d'éléments. Mais ça demande enquête en Chine, en fait. D'ailleurs, tu dis qu'il y a une étrange stabilité au virus. Alors, il aurait dû muter beaucoup plus. C'est une phrase que j'ai relevée. Au début. Ouais. Au début, ce qui est étonnant chez SARS-CoV-2, c'est que jusqu'à justement ce premier variant qu'on voit en Italie au mois de février, mais sinon partout ailleurs, le virus sur les 3 premiers mois est très stable. Or, quand un virus arrive de l'animal à l'homme, il va avoir une première période où il va justement beaucoup muter pour se perfectionner, pour être de plus en plus adapté à son nouvel hôte. Et ça, il y a 2 chercheurs qui ont remarqué ça, un en Australie et une aux États-Unis, et qui ont trouvé ça étonnant parce que ça correspondait pas à ce qui s'était passé pour les épidémies de MERS ou de SARS précédentes. Et donc, ils ont émis l'hypothèse que le virus aurait été travaillé pour l'homme, en fait, qui viendrait peut-être. Et d'où l'hypothèse pourquoi il ne viendrait pas d'un laboratoire où on l'aurait travaillé sur des cellules humaines. Et ça, ce sont deux scientifiques qui sont vus leur papier refusé de publication, notamment par Nature, parce qu'ils répondaient à des papiers de Nature qui disaient que c'était impossible. Et ils montraient ça. C'était des données quand même très importantes de montrer qu'on avait un virus stable au départ. Et ça a été nié. Alors, si on remonte à l'origine, toi, tu démarres ton bouquin en décembre, fin décembre 2019, ouais, où il y a le premier cas avec les premiers mails de ce professeur, mais on découvre au fil de la lecture, et ma mémoire de lecteur me fait penser qu'il y a eu quand même des cas précédemment. En novembre, je me souviens d'un reportage en France où il y avait une première victime, en tout cas présentée comme telle du coronavirus, dans la région parisienne, en novembre, qui a été hospitalisée. On a découvert après coup, en voyant les souches. On a vu même des cas français en novembre. Il y a eu des études qui ont montré il y avait des... Alors, de toute façon, il apparaît au grand jour, il explose en fait en décembre à Wuhan. Après, forcément... Mais toi qui es remonté aux origines du mal, tu
tu penses que le coronavirus, celui-là, sous cette forme-là, les premiers cas répertoriés, même, mais sous les radars médiatiques, hein, ça remonte à quand ? Ça, il y a rien de certain en fait là-dessus. Il y a rien de certain. Après, ça doit remonter. Ça doit remonter à à quelques mois avant, enfin probablement. Hein. Et il y a un truc en tout cas qu'on sait, c'est que le 12 de septembre, la base de données du WIF ferme. Le 12 septembre 2019. Oui. Et donc ça veut dire qu'ils étaient déjà alertés. Ça pourrait être suite à un accident qui fait qu'ils seraient au courant. Mais ça, c'est une supputation. Mais c'est un fait que le 12 septembre, pour des raisons qu'on ignore, cette base de données est fermée. Il y a un élément très troublant, j'en avais entendu parler, mais la manière dont tu le remets en perspective, ça m'a fait réfléchir. C'est quand tu racontes l'histoire de ces chercheurs chinois qui tombent tous malades en 2012 en allant explorer une galerie de mines où il y a des chauves-souris. C'est pas des chercheurs, c'est des mineurs. Des mineurs. Ouais. Mais ils récupèrent les merdes de chauves-souris et tout ça. Ouais. Et pour des labos ou pour... Non, pas du tout. Ils vont nettoyer la mine. En fait, c'est des employés de la mine qui vont nettoyer une mine qui est pleine de guano, de chauves-souris. Et ces gens-là qui travaillent dans la mine, eh ben, il se trouve qu'il y en a 6 qui vont tomber malades avec des symptômes très proches en fait, des cas graves de Covid. Ouais. Et ils ont été suivis par les plus grands virologues chinois. Et... 300 morts, non ? Non. Ouais, ils sont 6, il y en a 3 qui meurent. Oui, c'est ce que je dis, 300 morts. Oui. Je croyais 300 morts. Non, que 3 sont morts, oui, c'est ça. Et 3 sont morts. Et donc, ce cas a été suivi par les plus grands virologues chinois, et notamment par le WIV, qui, du coup, s'est mis à venir collecter des virus dans cette mine. Et c'est là que l'année suivante, ils ont trouvé ce qu'on appelle RATG13, qui est le virus le plus proche de SARS-CoV-2. Mais quand on l'a présenté en janvier 2020, qu'on a trouvé le virus très proche de SARS-CoV-2, on s'est bien gardé de dire qu'il avait été trouvé dans cette mine. Mais c'est ça qui est troublant, ça veut dire qu'il est... Alors, est-ce qu'il est possible que le coronavirus, le même, enfin pratiquement... Enfin, on va dire le même que celui qui nous fait tant de misère en ce moment, est-ce qu'il est possible qu'il soit né dans ces années-là, c'est-à-dire 6 années ou 10 années auparavant, et qu'il ait stagné avant d'exploser pour des raisons qui échappent ? Est-ce que c'est une hypothèse envisageable ? Il pourrait, il pourrait. Après, ce qu'il y a, il faut bien voir que cette mine, elle est à 1500 km de Wuhan. Donc, ça nous expliquerait pas comment il est arrivé. Par contre, ce qui est aussi possible, c'est qu'il récupère des virus dans cette mine, comme RATG13 ou d'autres, et qu'il les amène à Wuhan, et qu'il les travaille, et qu'il les fasse évoluer, et qu'une évolution qui soit accélérée, parce que, par exemple, si vous avez... Dans des labos, alors ? Mais bien sûr, parce que c'est ces laboratoires, dont le WIV, l'Institut de virologie, c'est lui qui a été... Il y en a d'autres qui ont fait des collectes, mais eux, principalement, qui ont fait des collectes dans cette mine, et qui ont trouvé le plus proche dans cette mine, et qui les ont ramenés, et qui avaient d'autres, qui ont récolté d'autres coronavirus là-bas. Donc, il est possible que le chemin fait de la mine à Wuhan, il ne soit pas par la nature, mais par un échantillonnage. Oui, parce que ce qui est troublant quand on te lit, c'est qu'on peut imaginer aussi que comme des types peuvent mourir de pneumonie ou tomber malades, etc. Et on ne dit pas que c'est le coronavirus. Mais il est possible qu'une maladie se transmette. On peut penser que c'est une grippe, on peut penser que c'est des problèmes respiratoires aigus, mais on ne va pas le nommer coronavirus. Et puis, à un moment donné, ça devient... On met le doigt sur un truc qui s'appelle coronavirus. Parce qu'on le repère. Après, quand vous avez les mineurs qui sont à l'hôpital, qui sont suivis par le plus grand virologue de Chine. Hein. Et lui, il y a un diagnostic qui est fait, parce que ça, on le sait, c'est pas les Chinois qui l'ont dit, mais c'est toujours ce groupe drastique qui a vraiment levé beaucoup de choses dans cette histoire. Et un de leurs chercheurs a trouvé un mémoire de médecine, d'étudiants de médecine, où il raconte que les mineurs sont suivis par le plus grand virologue de Chine, qui lui fait un diagnostic probablement de coronavirus. Et on est en 2012. On est en 2012. C'est quand même extraordinaire. Et ça, si vous n'avez pas drastique, personne ne le sait. Parce que il y a je mets ça en correspondance avec
Donc, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est troublant qu'à Wuhan, donc l'endroit au monde où il y a le plus de labos de recherche sur les coronavirus. Alors, il faudrait spécifier ce que sont ces labos, parce qu'en France, il y a eu aussi beaucoup d'accusations portées contre le labo P4 qui est le plus sécurisé, mais qui s'intéresse plutôt à des virus plus dangereux que le SRAS. L'Ebola ou des choses comme ça. Et c'est ce labo-là qui a été qui a été créé grâce à l'INSERM. Conçu avec les Français. Quoi. Voilà. Donc on a accusé là, les Français de... D'ailleurs, c'était assez troublant de voir Agnès Buzyn, parce que, évidemment, l'amnésie collective et le brassage médiatique fait qu'on oublie, mais est-ce que tu te souviens de Buzyn dès le départ c'était une des premières à voir la gravité de la situation, parce qu'elle était médecin, parce que son mari était était à l'INSERM, ou à l'INSERM, je ne me trompe pas, et donc elle était déjà acculturée à tout ça. Donc de là sont nées effectivement des théories du complot qui voudraient que ces gens-là savaient, mais ont fermé les yeux, etc. Et toi, tu dis que s'il y a eu des fuites de labos, ils viennent probablement pas de ces P4 qui sont très sécurisés. De ce P4. De ce P4. Il y en a qu'un. Hein. Il y en a qu'un. Mais ils viennent plutôt de ce qu'on appelle des P3, des P2. Il y a quoi comme catégorie P1, P2, ouais, P3 P2, P3, c'est après P1. Je sais même pas ce que c'est. Et le coronavirus est plus spécifiquement étudié dans des P2 et des P3 qui sont sans rapport avec l'INSERM et avec la France. Qui sont sans rapport avec l'INSERM et avec la France, par contre, qui sont dans ces 6 laboratoires qu'il y a à Wuhan, dont le WIV, qui a le P4, mais qui a aussi P3, P2, qui a toute la panoplie, en fait. Tout ça, oui. Et en gros, oui, les virus les plus dangereux, qui ne sont pas les coronavirus, sont gérés dans le P4. Par contre, dans le P3, on va plutôt gérer les virus de coronavirus de type SARS ou MERS, qui étaient des virus humains, qui avaient déjà fait des pandémies. Mais sinon, les coronavirus de chauve-souris, ils vont être fréquemment travaillés dans des P2, qui sont les laboratoires avec un niveau de sécurité bien moindre. Donc on est bien d'accord, quand tu dis travailler, ça veut dire que ces chercheurs chinois travaillent sur ces virus en vue de leur prévention, c'est-à-dire pour inventer des médicaments, pour les soigner, quand c'est la seule, c'est l'occupation principale de ces laboratoires, ou il y en a d'autres. C'est pour les comprendre. La mission, et d'ailleurs c'est en lien avec Peter Daszak, là, dont je parlais tout à l'heure. L'idée, c'est de prévenir les pandémies, donc de comprendre quels sont les virus qui vont arriver, et de comprendre comment ils peuvent franchir la barrière d'espèce, passer de l'animal à l'homme, et donc en les observant, et éventuellement en accélérant les mutations, en faisant ce qu'on peut appeler des gains de fonction, qui vont, provoquer des mutations qui permettraient de passer d'un animal à un homme, ou de rendre un truc plus infectieux, pour comprendre en fait quels pourraient être les virus dangereux, et faire des parades avec des vaccins ou des traitements. Et ce qui est un peu... Enfin, pas cocasse, parce que c'est pas cocasse, c'est plutôt dramatique, mais c'est que le laboratoire de Wuhan, avec notamment Peter Daszak, c'était le lieu au monde où on était là pour prévenir une pandémie du type exactement de celle qui nous tombe dessus. Et elle arrive dans le lieu qui était à la pointe de la lutte contre ça, quoi. Tu peux rappeler qui est Peter Daszak ? Peter Daszak, c'est la personne qui a écrit la tribune du Lancet, qui est donc un des présidents d'une ONG qui s'appelle EcoHealth Alliance, et qui, lui... travaille donc à collecter des virus et ensuite à les ramener avec différents laboratoires, dont celui de Wuhan, éventuellement pour faire des opérations de gain de fonction, et qui, lui, a été aussi totalement dans l'idée du pangolin et de la faune sauvage, et de dire, en fait, c'est un virus qui vient de la faune sauvage. Mais là, il a un conflit d'intérêt parce qu'il travaille avec les laboratoires de Wuhan, mais il a un autre conflit d'intérêt qui est de dire ce virus vient de la faune sauvage, donc il faut aller en chercher plein, parce que c'est son business, en fait, d'aller rechercher des virus de la faune sauvage. On voit bien que ce chercheur se fait mousser parce qu'il est très présent dans les médias anglo-saxons essentiellement. Partout, et il développe toujours, il disait wildlife, alors qu'en fait, notamment Serge Morand, qui fait la postface du livre, qui lui est très impliqué sur les zoonoses, qui travaille en Thaïlande, qui est sur les contacts justement animaux-humains, il dit wildlife, c'est pas nos problèmes, mais c'est pas le gros problème. En général, ça passe, comme je vous disais tout à l'heure, par des élevages, et aller chercher, il y a une logique même un peu scientiste de vouloir aller collecter le maximum de virus dans la nature en allant les travailler ensuite, alors qu'en fait, c'est des virus qui, généralement, ne feront pas de mal, quoi. Alors, tu ne prends pas position dans ton livre. Quand on referme le bouquin, on se dit pas ça y est, c'est sûr, c'est les labos, ou ça y est, c'est sûr, c'est les visons, ou ça y est, on te suit. Mais
Mais quand même, tu lâches 2-3 choses et il y a un moment donné, au détour d'une page, tu émets l'hypothèse qui, vraiment, quand on la lit, on se dit mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est la plus vraisemblable. C'est celle d'un employé d'un de ces labos, un P2 ou un P3, qui sont donc beaucoup moins sécurisés, qui se lavent peut-être un peu moins les mains, ou qui a une déchirure dans un masque, ou enfin, on peut tout imaginer. Qui se pique avec une aiguille, voilà. ou avec... Et qui, comment dire, et qui est atteint par un coronavirus, mais qui est asymptomatique. Et donc, il sort du labo, youpla boum, pas de fièvre, pas de tout, etc. Et il contamine. Il va à une fête le soir, il contamine 100 personnes. Il va dans une église le lendemain, enfin, dans une église, je sais pas. Et voilà, et c'est parti. Bah, c'est une possibilité, mais vous avez même encore une possibilité qui est encore peut-être plus étonnante, mais ça peut être un chat qui fait les poubelles. Parce qu'à Wuhan, on a recensé qu'il y avait 15% des chats de Wuhan qui étaient positifs au coronavirus. Et dans les Les chats n'en meurent pas. Je ne sais même pas s'ils en meurent, non, les chats. Ils en meurent. Mais en tout cas, ils peuvent le transmettre. Et il y a un problème de déchets qui a été admis, même par les Chinois eux-mêmes, dans les laboratoires. Et vous pourriez avoir un virus qui a été travaillé ou pas, qui se retrouve dans des déchets maltraités, et un chat qui va le prendre, qui peut le passer à son maître. Mais ça peut bien sûr aussi être des travailleurs... et avec une logique, en plus en Chine, il y a beaucoup de... C'est ce que me disent des experts un peu de la Chine. Il y a beaucoup de monde dans les laboratoires en Chine. Quand vous avez un doctorant, enfin quelqu'un qui cherche un maître de recherche en France, il va avoir un doctorant, là-bas c'est tout multiplié par 10. Quand vous avez 2 personnes en France, vous en avez 20 là-bas, quoi. Donc il y a beaucoup de monde dans ces laboratoires, et avec des gens qui travaillent énormément, et qui sont dans une logique de si on fait une faute, on l'avoue pas parce qu'on va se faire trop taper sur les doigts. C'est ce qui apparaît, c'est-à-dire que c'est un chapelet de mensonges, d'omissions, de manipulations, quoi. Depuis le 1er janvier 2020, on est comment dire, on est manipulé en permanence. Donc ça commence d'ailleurs avec un premier Chinois qui s'appelle Zhang Yongzhen, non, je prononce bien son nom, qui lance la première alerte. Et il est mort d'ailleurs, lui, aujourd'hui. Il est mort. Oui, il est mort assez vite d'ailleurs. Ouais. Et il n'est pas du tout entendu, quoi. Bah non, non seulement il n'est pas entendu, mais il est arrêté par la police. Alors, ouais, il est arrêté par la police, et lui, il veut alerter en disant attention, il y a une épidémie qui vient, etc. Ben oui, parce qu'en fait, lui, c'est pas le premier. En fait, c'est une chef de service du laboratoire de l'hôpital central de Wuhan. Qui elle, reçoit le 30 décembre un échantillon, parce qu'elle a eu quelques malades dans les 15 jours qui ont précédé, quelques malades avec une pneumonie atypique. Elle a envoyé un échantillon à un laboratoire à Pékin qui lui revient le 30 décembre, et le diagnostic, c'est coronavirus de type SARS, assurément contagieux. Donc elle lance l'alerte sur les réseaux sociaux chinois, mais un peu internes à l'hôpital. Et après, celui dont tu parlais, lui, il va relayer ce message plus publiquement, et il va se retrouver au poste le lendemain. Mais d'ailleurs, on peut imaginer qu'il a contaminé des flics aussi, parce que il était porteur du virus. Peut-être, ouais, c'est possible qu'il ait contaminé des flics, qu'il ait contaminé plein de monde, mais en tout cas, lui, il va mourir très vite, parce que un mois après, enfin très vite, on marque le Covid, ça peut aller assez vite, mais alors après, un mois après, il est mort. Il y a des personnages, enfin tu relèves au début, je trouvais ça intéressant que les 426 premiers cas qui sont relevés en Chine, enfin à Wuhan, la moitié ont des liens avec le marché aux animaux, et c'est pour ça que la rumeur, oui, c'est pour ça que l'hypothèse de la chauve-souris ou du pangolin est partie de là, mais tu reprends d'ailleurs tu cites beaucoup d'articles chinois, enfin traduits dans le début, et c'est assez intéressant parce qu'on se souvenait plus de tout ça, mais tu précises bien qu'il y avait des cas antérieurs qui étaient bien avant le marché et qui n'avaient aucun lien avec le marché. C'est ça. Et donc, là, on se dit, l'hypothèse du marché, elle pèse pas, elle pèse pas lourd, quoi. Et pourtant, on a été abreuvé de ça. On a été abreuvé parce que le marché vend des animaux sauvages. Il vend pas de pangolin, il vend pas de chauve-souris, mais on a dit ouais, il les met peut-être sous le manteau. Là-bas, à Wuhan, il y avait des rumeurs comme quoi à Wuhan, on aimait manger des soupes de chauve-souris, ce genre de choses. Mais c'était toujours cette idée,
la faune sauvage et que Peter Daszak mettait en avant, que Zheng Liqi, la chercheuse vedette du Weave, met aussi en avant, parce que quand il commence à y Alors avoir... Zheng Liqi, elle est terrible celle-là. Elle, oui, on la voit beaucoup. C'est la chercheuse officielle, on va dire. C'est quoi son poste là-bas? Elle est la chercheuse vedette de l'Institut de virologie de Wuhan. Hein. C'est pas la patronne de l'Institut, mais c'est la chercheuse vedette, et qui est une chercheuse brillante, hein, qui est reconnue internationalement, Batwoman, voilà, c'est la spécialiste des coronavirus de chauve-souris, quoi. 那么科学家通过研究呢，都发现果蝠是这两种病毒的自然宿主，也就是它的源头。因此，我们想 ，SARS 的自然宿主会不会是蝙蝠呢？ Elle dit que tous ceux qui accusent les labos chinois d'avoir laissé partir le virus, il ferait mieux de fermer leur bouche puante. Et elle dit aussi que à l'évidence, tous ces occidentaux, en quelque sorte, ou tous ces anti-chinois, ont été punis par la nature, quoi, parce qu'ils sont méchants avec la nature. Pas tant, hein, parce que justement, c'est encore plus pervers que ça. Parce qu'en fait, elle accuse plutôt les Chinois. Que c'est les Chinois complices de manger des animaux sauvages. En gros, ce qu'elle dit dans son message, c'est que il y a des pratiques d'un autre temps qui perdurent, c'est genre d'aller manger des pangolins, hein, ou des chauves-souris, et que voilà, on est puni pour avoir ces pratiques un peu d'un autre temps. Et c'est un peu malin, parce que ça met l'idée qui a été reprise par vous voyez, des fois, vous avez Luc Ferry qui disait là-bas, en gros, les Chinois, c'est des sauvages, ils mangent n'importe quoi, ils mangent n'importe quoi, Et du coup, c'est assez malin, parce que pour les Occidentaux, ça fait croire, voilà, les Chinois, ils mangent du pangolin, de la chauve-souris, c'est pas étonnant qu'il y ait ce virus qui arrive, parce qu'ils ont des pratiques de barbares, quoi. Alors, elle réagit, parce qu'il y a des propos de chercheurs. Qui est Botao Xiao? C'est lui qui dit le tueur, il vient à l'évidence d'un labo. Botao Xiao, c'est un scientifique chinois qui fait un papier en préprint, donc il va pas aller plus loin que le préprint, et qui met cette hypothèse, qu'il est le premier à mettre l'hypothèse que ça pourrait fuir. Non, il n'est pas de Wuhan. Il est d'un autre, je me rappelle plus de quel coin, mais il est en Chine. Mais il sait qu'il y a deux laboratoires, qu'il y a un laboratoire qui est près du marché, un P2, qui est du Centre de contrôle des maladies chinois, et qui donc travaille sur les chauves-souris, où il y a eu des vidéos d'un mec qui allait chercher des chauves-souris qui étaient proches d'eux, qui se faisaient mordre, donc qui auraient pu être contaminés. Et il y a le Weave qui fait des travaux aussi avec Zheng Liqi. Et donc, il fait un papier qui est un peu plus un édito qu'un papier, c'est pas vraiment une enquête, mais il relève ces trucs-là et il dit, ça serait très probable que l'épidémie, elle sorte d'un de ces deux laboratoires. Et ce papier, il est trappé. Il est trappé très vite. Par contre, il fait le tour du monde immédiatement. Par le gars, on l'a plus jamais vu. Ouais, le type a disparu. Le gars a disparu. En Chine aussi, il faut se taire vite. Alors, tu racontes aussi l'histoire d'une famille de Toulouse dont le père travaillait au Muséum par d'Histoire exemple. naturelle. Tu peux la raconter? Ça, c'est le zoologue du Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse, qui lui donc n'est pas non plus un grand virologue et tout ça, mais qui, dès le printemps, au premier confinement, il est malade avec toute sa famille, et il se penche quand même, parce qu'il s'y connaît un peu, il est quand même zoologue, et puis il a travaillé sur la phylogénétique, ce genre de choses. Et il échange en plus avec un de ses amis qui est spécialiste de phylogénétique. La phylogénétique, c'est l'étude un peu l'histoire des virus. Et il voit notamment ces travaux de l'Australien qui montrent que le virus était très adapté à l'homme immédiatement, alors que normalement, au début, il devrait être plus adapté à l'hôte intermédiaire où il était avant, si c'était un pangolin ou une chauve-souris. Alors que là, non, le virus est adapté à l'homme. Donc il voit ça, et lui, dès le printemps, il s'intéresse, et il dit on ne peut pas exclure l'hypothèse du labo, mais personne ne l'entend en France. Et ça, c'est encore un exemple. Ce sont ces gens-là qui ont fait, en fait, bouger le truc. Là, on dit maintenant, c'est Joe Biden qui a dit ça, c'est Science. Mais Science arrive parce qu'il y a eu tous ces gens un peu périphériques qui se sont notamment rassemblés dans Drastic, qui après vont se rassembler dans la lettre faite avec Étienne de Crowley. Il commence à y avoir maintenant, un an et demi après, de plus en plus d'articles scientifiques aujourd'hui, la thèse du labo est beaucoup plus, y compris dans les médias, quand tu fais un sondage, les gens te disent oui, c'est plutôt les labos. C'est dans Science. Vous voyez, Alina Chan, qui est celle qui avait repéré que le virus était stable au début, qui est une post-doctorante de Harvard, mais qui n'était pas une grande chercheuse. Elle était recalée par nature. Alina Chan, au printemps, au mois de mai, elle était parmi les signatures de Science avec les plus grands virologues, parmi les plus grands virologues du monde. J'ai relevé aussi qu'il y a tu sais ce que c'est, Knopr, trait d'union, COS9? Non, CRISPR-Cas9. Ouais, mais parce que, excuse-moi, j'ai pris CRISPR-Cas9, c'est le ciseau moléculaire qui permet de faire des... Mais évidemment, moi, mon image, j'ai pas travaillé comme toi. C'était la française qui a eu, je sais plus comment elle s'appelle, qui a eu le prix Nobel l'année dernière. Donc il y a en fait des ciseaux génétiques.
Comment on peut Oui, les en gros, appeler? c'est ça, c'est des ciseaux qui permettent de faire du découpage et de Donc, coller. Et là, mais ils s'amusent comme des fous, quoi. T'as l'impression que les chercheurs, et c'est un peu effrayant, quoi. Parce que ce qui est effrayant dans tout ça, comment dire, c'est l'absence de contrôle, quoi. C'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas En théorie, si. En théorie, il y a des contrôles, mais ils sont peut-être pas. Il y a pas. En fait, vu les travaux qui peuvent être faits sur des virus qui peuvent être potentiellement pandémiques, en fait, il y aurait besoin. C'est la question que pose. Qu'ils viennent de là ou pas, quand même, on voit ce que ça pourrait faire un virus qui était travaillé. Il y aurait besoin d'un contrôle comme en fait il y a pour le nucléaire. Oui, c'est ça. Et il y a l'Agence internationale de l'énergie atomique qui va contrôler. Il n'y a pas l'équivalent au niveau de la biologie. Parce qu'aujourd'hui, un de mes amis qui est chercheur m'a dit qu'il y avait 500 labos militaires et non militaires qui s'intéressent aux virus dans le monde. 500. Ça veut dire qu'il y a 500 endroits sur la planète qui potentiellement peuvent lâcher des virus de ouf, sans compter les autres virus qui peuvent sortir avec le réchauffement climatique, avec tout ça. Mais rien que dans les labos, l'homme peut créer sa propre destruction par ces virus. Et ces labos, on se dit, mais putain, mais comment ils sont contrôlés? Ils sont pas contrôlés en définitive. Ils sont contrôlés sur le bon vouloir des gens qui les gèrent, quoi. Mais il y a pas de l'OMS pourrait faire ça, mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de... Il n'y a pas l'équivalent de rigueur. pour les Et variétés. là, on vient quand même on n'est pas sorti de la pandémie et on voit les dégâts que ça peut causer. Donc, sans doute qu'une des premières, quand on lit ton bouquin, d'ailleurs, on se dit, mais la première chose qu'il faudrait faire au niveau mondial, c'est un moratoire. Et puis un organe de contrôle qui puisse inopinément aller partout, vérifier, fermer des labos quand ça marche pas, etc. Et puis voir l'intérêt de ces expériences aussi, parce que 500 labos, il n'y a pas 500 labos qui vont faire des gains de fonction de type dangereux comme ça. C'est quand même nettement moins. Il n'y a pas tant de centres que ça. En France, par exemple, on ne fait pas ce genre d'expérience de gains de fonction sur les coronavirus. Il y a principalement à Rotterdam. Rotterdam, c'est un grand centre. Il y a la Chine. Et les États-Unis aussi. Les États-Unis, avec notamment où là, c'est et après, au Japon, il y en a aussi. Tous. Mais quand je dis 500, peut-être qu'ils ne sont pas tous sur les coronavirus, mais il potentiellement, y a des choses. Ils sont dangereux. Et après, en plus, c'est l'utilité en fait de ces expériences de rendre des virus pandémiques. Étienne de Crowley, il est opposé par principe à faire ces travaux parce qu'il dit qu'on peut le faire avec des pseudovirus. On peut avoir les mêmes résultats en fait avec des pseudovirus, donc des virus qui sont pas dangereux, qui vont pouvoir donner les résultats en laboratoire. On va voir quelle fonction fait quoi, tout ça. Mais il y a une idée un peu presque, je sais pas, comme s'il y avait du frisson, de faire ça avec des vrais virus, des virus dangereux. Et il dit, par exemple, vous faites une expérience avec des pseudovirus, vous arrivez à amener l'information qu'il faut. Le journal, le grand journal, va vous dire, fais-le sur un vrai. Oui. Et parce que, comme s'il y avait une espèce de frisson, de spectaculaire. Et donc, il faut remettre en question. En vrai, il devrait y avoir un débat. C'est clair que cette épidémie devrait susciter un débat là-dessus. Ce qui est troublant, d'ailleurs, c'est un leitmotiv dans ton livre, c'est que toi, dès que tu interroges des chercheurs, et t'en as interrogé beaucoup quand même pour ce bouquin, et tu as eu beaucoup de fins de non-recevoir aussi, et dès que tu les interroges sur cette hypothèse du labo, chaque fois, on te ressort la théorie conspirationniste, c'est du complot, etc., c'est pas possible. C'est... Parce que quand je les interroge, peut-être ils ont changé d'avis depuis, parce qu'il y en a beaucoup qui ont changé d'avis. Mais il y a quand même pendant le livre, j'avais quand même des chercheurs qui avaient évolué. Par exemple, Alice Breton, elle me disait Alice Breton, c'est une microbiologiste qui travaille au laboratoire de Normal Sup, et qui disait que quand l'hypothèse, la théorie du complot, le pangolin est arrivé, tout le monde l'a accueilli dans les laboratoires avec plaisir, en fait, parce que c'est bien sûr qu'ils préfèrent que ça vienne de la nature, que ce soit la faute à pas de chance plutôt que la faute à une maladresse dans un laboratoire. Mais par contre, elle avait évolué. Et, quand je l'interrogeais en janvier, elle excluait plus du tout l'hypothèse du laboratoire. Après, vous en avez qui disent théorie du complot. Bon. Est-ce que toi, depuis que le livre est sorti, dans les échanges que tu as avec les chercheurs, comme dans tes relations avec les journalistes, etc., qu'est-ce que tu as appris de nouveau depuis qui conforte ou qui infirme tes hypothèses ? Il n'y a rien qui infirme ça. En fait, je sentais que le vent a tourné très fort dans le sens que je sentais, en fait.
il n'y a pas grand-chose de nouveau, si ce n'est que vous avez Science qui prend la position de l'équipe là, qui fait la lettre, genre Etienne de Crowley et compagnie, qu'on met en annexe. Maintenant, c'est dans Science avec des scientifiques de très haut niveau. Vous avez Biden qui dit « je veux une enquête ». Il y a Drastic qui a trouvé, encore toujours le même membre de Drastic qui s'appelle The Seeker, qui a retrouvé des travaux qui montre que les Chinois ont encore pas tout dit, parce qu'il y avait des travaux justement sur les virus qui avaient été chopés dans la mine. Il a trouvé des mémoires de master, des mémoires, des thèses de doctorat, des choses comme ça, qui montrent qu'il y a encore des travaux qui ont été faits qui n'avaient pas été dits. Mais sinon, non, il y a rien de plus qu'il y a dans le land, si ce n'est que voilà, c'est qu'aujourd'hui cette thèse elle est acceptée. Enfin, l'hypothèse elle est largement acceptée. Par contre, ce que on ne dit pas, c'est en gros comment cette hypothèse a été écartée, pourquoi elle a été écartée, et ça, c'est ce que montre un peu le livre, et ça, on le voit pas, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas trop envie de parler du livre, mais c'est comment, en fait, on a été manipulé, et ce qui interroge, en fait, sur la publication, sur l'information scientifique, parce que c'est quand même des grandes revues, hein, c'est Nature, c'est le Lancet, qui mentent, en fait, qui font de la propagande, hein. Nature a vraiment Lancet, c'est un papier, après ils ont la task force et ils sont sur le complot, tout ça, mais c'est Nature, vous avez, je sais pas, 7, 8, 9 papiers jusqu'au jour encore même encore il y a 15 jours, il y a par exemple le jour de la conférence de presse de Wuhan, où l'idée des Chinois, c'est d'aller voir ailleurs, aller voir en Asie du Sud-Est, au Cambodge, en Thaïlande, il y a des virus là-bas aussi. Vous avez Nature qui sort un papier ce jour même qui est fait par Lin Fawang, qui est un Chinois mais qui a travaillé à Singapour, mais qui est proche aussi du WIF, qui a beaucoup travaillé avec eux, et qui dit qu'il a trouvé un virus très proche de SARS-CoV-2 en Thaïlande, et il ne donne même pas l'identité du virus. Il va donner une petite partie avec une identité assez forte, qui est presque aussi proche que 95,5%. Mais il donne même pas l'identité totale qui est en fait que de 91%, donc qui n'est pas très proche. Et vous avez Nature qui publie ça. La première chose d'un relecteur, tu dis on a un virus proche, donne l'identité. Ils ne le mettent pas, mais ils le publient le jour de la conférence de presse en disant en gros le message des Chinois, allons voir en Thaïlande ce qui se passe. Et ça, je sais pas, c'est limite putaclic ou putain je ne sais quoi, mais c'est de l'article comme ça, c'est un peu comme le pangolin, le jour il relaie pareil. Mais alors qui sont les marionnettistes? Pourquoi ils font ça? Pourquoi Nature prend ce risque-là de manipuler autant? Nature, c'est là où on voit aussi quand même l'influence de la Chine, de chercheurs qui travaillent quand même beaucoup avec la Chine, qui sont les grands virologues, qui sont les grands virologues du monde. On voit Nature, par exemple, le premier sponsor des journaux de Nature, c'est la Chine, largement devant tous les autres pays. Donc c'est l'influence chinoise dans la Chine a battu Donald Trump en fait. En soft power, la Chine a explosé Donald Trump. Donald Trump, il était avec ses gros sabots, il a gueulé. Alors que la Chine, c'était avec des Australiens, des Américains qui publiaient dans Nature, avec Zheng Lishi qui est une sommité. L'histoire n'est pas finie. Ah, l'histoire n'est pas finie du tout. Non. Là, dans cette recherche du chaînon manquant et dans l'explication rationnelle, chronologique, quelles sont les pistes, les hypothèses et l'échéance d'après toi? Quand est-ce qu'on va savoir? Quand est-ce qu'on va savoir et comment on peut savoir? Tu as fait un gros travail de défrichage, mais il nous manque la conclusion, quoi. Disons que la conclusion, il y a un problème d'accès aux données chinoises, déjà. Mais moi, je pense qu'il devrait y avoir une demande d'ouverture de tous les laboratoires qui travaillent sur les coronavirus. Ça serait même plus diplomatiquement acceptable par la Chine, plutôt que de dire sur la Chine. Si tous les laboratoires qui travaillent sur les coronavirus ouvraient leur base de données, parce que pourquoi pas, ils viendraient pas des États-Unis ou je ne sais où. Donc déjà avoir des données, et des données aussi épidémiologiques en Chine ou ailleurs, qui est une collecte de données, et sans pointer un pays, ça serait peut-être plus facile, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi le côté politique qui fait que ça se crispe. Après, voilà, est-ce que la Chine va ouvrir les portes ou pas? Ça, on ne sait pas, les autres non plus. Après, il y a une étude qui est très intéressante qui va être menée en France sur l'évolution du virus et du génome, un comparatif, pour voir si cette évolution, elle correspond un peu à ce qui existe naturellement, habituellement, ou pas. Là, si on te demande de mettre une pièce là, sur les... J'aime pas faire ça, moi. J'aime pas. Non, mais d'accord, mais quand on t'écoute, enfin, tout ton discours nous amène à penser que c'est l'homme qui est à l'origine de ce virus et pas l'animal. C'est pas le mec qui va bouffer du pangolin ou de la chauve-souris. Non, c'est pas le mec qui va bouffer du pangolin. C'est le mec qui bosse dans un labo.
À partir Ça de pourrait être un vison chinois, ça pourrait être... mais c'est sûr que ça incite à regarder du côté des laboratoires. Et- Par contre, moi, j'exclus la fuite volontaire Bah oui. des Chinois, qui peut être encore... qui peut encore être défendu par des gens, mais déjà parce que c'est pas le type d'arme biologique ça ressemble pas aux armes biologiques, et puis surtout parce que les Chinois, on peut dire qu'ils sont tout ce qu'ils veulent, mais ils sont pas complètement crétins, et que s'ils lâchaient une arme biologique, ils lâcheraient pas à côté du laboratoire qui est censé l'avoir fabriqué, quoi. Il y a beaucoup de villes en Chine, théoriquement les virus viendraient plutôt des coins où il y a des chauves-souris, donc lâcher à Wuhan, là où il y a le laboratoire, ça serait vraiment stupide, et rien que ça, à mon avis, ça écarte cette hypothèse. En tout cas, moi quand je termine ton livre et que j'y réfléchis un peu, là, je me dis que l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est celle de chercheurs ou d'un employé ou de types qui utilisent ces ciseaux, qui font des manips, etc., à partir de souches animales et vraisemblablement de chauves-souris, et qui, à un moment donné, s'échappent d'un de ces labos. On s'en rend pas compte tout de suite. Et puis tout ça, ça rencontre aussi une population qui va commencer à être c'est-à-dire qu'il y a à la fois le virus et il y a aussi la force de contamination du virus qui a peut-être aussi muté ou Oui, changé, puis qui peut avoir etc. muté, parce que vous pouvez par exemple avoir un virus qui sort du laboratoire au mois de septembre, et puis qui est moyennement méchant, et puis que, justement parce que cette période de 3 mois, nous on a des virus qui viennent que du mois de décembre, donc on voit qu'à partir du mois de décembre, il est stable. Mais peut-être qu'entre septembre et décembre, il a eu cette évolution, et ça, pour ça, il faut avoir de la recherche. Par exemple, les Chinois veulent pas donner les dons du sang, en prétextant le droit aux données privées. Mais ça serait très utile de voir les banques du sang chinoises de toute l'automne, voir s'il y a des virus qui ont pu justement évoluer et qui sont plus proches de SARS-CoV-2. Surtout que, une des raisons pour lesquelles on fait ces recherches et que tu as fait ce livre, c'est qu'on se dit qu'on va résoudre la question du coronavirus. Avec les vaccins, là, ça aide un petit peu en ce moment. Alors là aussi, pareil, dès que tu dis ça, tu te prends tous les antivax sur le dos. Mais bon, en tout cas, les chiffres montrent que l'épidémie est ralentie grâce à la vaccination. Et ensuite, on a aussi de nouveaux variants comme le Delta ou d'autres qui vont apparaître. On est à peu près sûr que d'autres vont apparaître. Et on pourra sans doute résoudre cette question quand on aura compris d'une manière assez précise, fine et rationnelle, l'origine de ce mal. Bah oui, bien sûr, parce que ça questionne surtout si ça vient d'un laboratoire, mais même si ça vient... De toute façon, le pangolin, c'était aussi une belle histoire, parce que c'est genre, on a maltraité la nature, ça plaît aux écologistes, ça plaisait un peu à tout le monde. Sauf que, par exemple, Serge Morand, c'est un écologue, il est très écologiste, il est très spécialisé aux zones, mais il n'a jamais cru au pangolin, parce qu'il est sur le terrain, et il voit comment les maladies infectieuses se développent, et qu'en fait, ça passe par les élevages, et pas par des animaux, pas par quelqu'un qui va aller chasser un pangolin dans la brousse et le manger, parce que c'est ça l'idée, c'était genre, on a mangé un pangolin, mais on n'a jamais vu ça, en fait. Non. D'ailleurs, c'est lui qui écrit ta postface et il conseille à tout le monde de lire ton livre. Elle est plutôt élogieuse, cette postface. Très élogieux. Et il conseille aussi d'être humble, d'être humble face à la nature, parce qu'il y a cette idée d'aller collecter des virus, qui est celle de Peter Daszak, et des laboratoires, de travailler, de collecter un maximum de virus, d'aller dans la faune sauvage, et comme si, voilà, on va pouvoir prévenir. Et en fait, on ne préviendra jamais, parce que la nature est beaucoup plus riche qu'on l'imagine. Vous allez imaginer des mutations sur un virus, vous risquez de faire un virus dangereux, mais celui qui arrive, il sera peut-être pas comme ça. Il y a même la plupart des chances qu'il sera pas comme ça, parce qu'il sera comme la nature leur a fait. Donc, vouloir aller chercher, c'est un peu se croire tout puissant, de dire, on va aller en chercher le maximum, comme ça, on va tout prévoir et tout ça. Alors qu'en fait, on prévoit rien. Et cette histoire, elle est symbolique de ça, parce que même s'il n'est pas sorti du labo, c'est le labo qui était dans cette logique d'aller chercher le maximum de virus, on va les attraper avant qu'ils nous attrapent. Et ben, c'est à côté de leur porte que ça a démarré. Donc, ça devrait nous amener au moins à réfléchir à cette logique de recherche et d'humilité face à la nature. Plutôt que de vouloir la dominer, en fait. Merci beaucoup, Brice. Je ne sais pas combien merci de temps à on a passé, mais c'était passionnant. Et écoute, je crois que tu as trouvé ton chemin. Là. Il faut que tu continues à faire des livres de vulgarisation scientifique. En tout cas, tu es très bon pour faire un peu de pédagogie avec tout ça, parce que c'est un domaine qui est quand même
assez obscur même pour quelqu'un qui lit des papiers. Et ton livre est vraiment éclairant. Moi, j'invite tout le monde à le lire et c'est un bon polar pour l'été, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci, Denis. Je remercie évidemment Brice, mais je remercie aussi par avance les gens qui nous regardent. J'espère que vous êtes nombreux, que vous avez apprécié cet entretien. Tout ce qu'on produit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on réalise, ça coûte des ronds. Et l'argent qui est investi dans Blast, elle ne sert qu'à produire des programmes et à payer des journalistes et à acheter du matériel, etc. On ne fait aucune dividende, aucun commerce avec tout ça. Donc on a plus que jamais, si on veut passer l'année en tout cas et se développer, on a besoin de vos dons, on a besoin que vous vous abonniez et que vous partagiez ces vidéos. Et je vous remercie tous d'avance et au prochain Zoom, on parlera peut-être encore des pangolins ou pas, je ne sais pas, on va voir. Merci à tous.